J'ai développé jusqu'à 10 auto-écoles. Ouais. J'avais des chiffres d'affaires qui progressaient bien. On était à 3,5 millions à peu près. Du coup, j'avais un comptable qui m'alertait sur certaines choses et je sentais que ça commençait à devenir chaud, mais je n'avais pas anticipé ça. Quand les mandataires se mettent dessus, on n'a plus trop la main. Hein. Finalement, sur ces 10 agences, j'en ai gardé 2. Pendant une période, je suis resté quasiment sans salaire dans la transition entre les deux. Il fallait tout reconstruire, il fallait repenser et trouver des solutions pour pouvoir, à un moment donné, améliorer notre modèle, tout simplement. Cette digitalisation, aujourd'hui, elle a permis de réduire la masse salariale et de pouvoir finalement toucher plus de monde peut-être qu'avant, mais avec des outils actuels. Aujourd'hui, je travaille beaucoup moins. Avec 2 auto-écoles, j'ai déjà un salaire supérieur à celui que j'avais avec 10. Quoi. Donc déjà... Bonjour, je suis Ludovic, fondateur de Drivepool. Aujourd'hui, on se retrouve pour une première vidéo d'une série de vidéos où on va interviewer des dirigeants d'auto-école. J'ai également créé un groupe Facebook qui regroupe énormément de dirigeants d'auto-école. Et le but là-dedans, de la même manière que pour les interviews, c'est de partager les connaissances et de faire en sorte qu'on s'entraide finalement pour aller plus loin. Vous verrez le lien en bio et je vous laisse vous inscrire. Donc on passe à l'interview. Et le premier invité aujourd'hui est Loris. Bonjour Loris. Bonjour Ludo. Je te laisse te présenter. Donc moi, mon prénom c'est Loris, comme tu viens de le dire. Aujourd'hui, je suis dirigeant avec ma compagne de trois auto-écoles. Et puis voilà, j'ai un petit peu d'expérience, hein, donc je suis dans le métier depuis 24 ans à peu près. Donc voilà, j'ai pu avoir bénéficié effectivement tout au long de mon parcours de plusieurs expériences, hein, qui a été construit par des victoires, mais aussi par des moments un peu plus compliqués, hein, que j'ai dû traverser. Donc voilà un peu mon histoire, ce qui fait que tout ce que je suis aujourd'hui et ce que je peux apporter à cette profession. Avant qu'on commence notre interview, mettons-nous d'accord sur un fait. Une auto-école qui performe est une auto-école qui possède un secrétariat solide. Relance, planning, expérience client, tout passe par le secrétariat, c'est le centre névralgique de votre entreprise. Pourtant, tout repose sur une seule personne, votre secrétaire. Ses habitudes, sa mémoire, sa capacité organisationnelle. Mais posez-vous une seule question. En cas de congé, en cas d'arrêt maladie, en cas de démission, que se passe-t-il ? Moi, je l'ai vécu et la réalité, c'est qu'une grande partie des informations disparaît. Drivepool vient répondre à cette problématique. L'administratif reste dans votre logiciel de gestion. Drivepool vient structurer le secrétariat. C'est en réalité une couche d'intelligence opérationnelle qui vient compléter les logiciels que vous utilisez déjà. C'est l'outil qui manque à votre auto-école pour que votre secrétariat repose sur un système et non plus sur une personne. C'est un outil qui vous permettra de détecter les anomalies, de centraliser vos tâches, d'organiser et d'automatiser vos relances, du premier renseignement jusqu'à l'obtention du permis et même après, Drivepool deviendra le second cerveau de votre secrétariat. Je ne vous dérange pas plus, on revient à notre interview. Inscrivez-vous dans le lien qui sera en bio pour faire partie des premiers à en bénéficier. On va commencer par la genèse, le tout début, comment tu rentres dans le milieu de l'auto-école, comment tu rentres dans ce secteur-là. Alors moi au départ, j'étais dans le commerce. Donc voilà, j'étais chef de secteur dans la grande distribution. Je gérais une équipe, je gérais des rayons en fait, hein, tout simplement, dans une GSB, hein, donc ce qu'on appelle des magasins de bricolage. Et donc j'étais assez bien, hein, donc ça me plaisait pas mal, mais j'avais cette volonté de pouvoir monter ma propre affaire. Donc ça a toujours été chez moi un objectif. Et du coup, mon père était moniteur à l'époque. Et je l'avais incité à prendre une première affaire, parce qu'il était juste moniteur, mais bon, il voulait pas trop se lancer dans le grand bain. Ça l'intéressait pas trop, mais il y a eu une opportunité. Et donc, j'ai essayé de le convaincre de pouvoir saisir cette opportunité. Donc, il a ouvert sa première auto-école en 2000. Et puis s'est présenté une autre opportunité en 2002 pour reprendre une autre affaire, et cette fois c'est moi qui me suis lancé, puisqu'il était déjà dedans et que je l'avais déjà aidé, effectivement accompagné pour tout ce qui était administratif et tout, donc voilà, j'avais déjà vécu un petit peu tout ça. Donc pour la deuxième affaire, je me suis senti de pouvoir la prendre moi-même et de pouvoir me lancer. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé pour moi dans les auto-écoles. J'étais pas du tout diplômé, voilà, j'étais pas moniteur du tout. Mais à l'époque, c'était une époque en 2000 où il fallait être moniteur, absolument être enseignant pour pouvoir être dirigeant. Donc c'est mon père effectivement qui était enseignant, mais c'est moi qui dirigeais l'entreprise, voilà, tout simplement. Et comment ça s'est passé la première auto-école que vous avez reprise?
toi, tu étais dans l'équipe, tu travaillais avec lui, ou alors c'est vraiment lui qui a... Non, en fait, la toute première, moi, je l'ai accompagné. Bon, c'était pas mon métier, donc moi, je l'ai juste accompagné, surtout comme je l'ai convaincu C'est vrai de que la, c'était de ta la faute, reprendre. Voilà, grâce à toi. on va dire ça. C'était un peu de ma faute, j'étais un peu coupable. Donc, du coup, bah, forcément, j'allais pas le laisser tout seul. Donc, je l'ai accompagné. Lui, il connaissait rien du tout, moi non plus d'ailleurs. Mais bon, si tu veux, moi, c'était un moniteur depuis plusieurs années. Et puis, je sentais que il pouvait aussi voler de ses propres ailes, de pouvoir, si tu veux, s'épanouir lui-même dans une affaire. Voilà, je sentais que c'est quelque chose qu'il était capable de faire. Lui, peut-être moins à l'époque. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il a encore son affaire, donc ça fait déjà un petit moment. Ah ouais, d'accord. C'est la même donc, affaire qu'il a aujourd'hui? Alors, pas la même, du coup. Entre-temps, il en a pris d'autres. Mais là, il est encore dirigeant de sa société. Aujourd'hui, il a 75 ans, donc il continue à diriger son auto-école C'est et magnifique. à travailler de temps en temps. Donc ça veut dire que voilà, pendant toutes ces années, quand même, il a pu s'épanouir dans ce métier. Donc je l'ai accompagné sur cette première affaire, mais moi je continue à travailler à côté D'accord. en tant que chef de secteur. Ok. Voilà, donc j'avais l'idée d'ouvrir quelque chose, mais bon, c'était son opportunité à lui. J'étais pas encore dans l'optique forcément de pouvoir rentrer dans les auto-écoles. Mais c'est vrai que quand s'est présenté cette deuxième opportunité, bah, lui, je savais qu'il allait pas y aller. C'était la deuxième opportunité, elle s'est présentée en 2002, lui, il a ouvert en 2000. Donc, je savais très bien que c'était déjà c'était pas forcément son souhait au départ. Donc, je sais qu'il allait pas se lancer dans une deuxième affaire. Donc, je me suis dit, bah, cette fois-ci, pourquoi pas y aller, puisque c'était mon objectif à la base. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Cette première opportunité et cette deuxième, c'était comment? Comment vous l'avez... comment elle est venue à vous, plutôt? Alors, la première opportunité, quand j'étais chef de secteur, donc un des clients que j'avais à l'époque est devenu un ami. Il l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est lui, en fait, en parlant, en discutant, j'ai su qu'il était moniteur, qu'il avait donc une auto-école. Et c'est lui qui m'a dit, ben, cherche à vendre, etc. Et donc je lui dis, bah tiens, mon père, il est moniteur et je lui en parlerai. Et c'est comme ça qu'est arrivée la première opportunité. Et puis la deuxième, par contre, c'est quelqu'un qui dans une petite annonce, en fait, cherchait un repreneur pour une auto-école avec si tu veux, c'était un dirigeant qui était parti, voilà, qui avait fermé du jour au lendemain. Ok. Et il y avait tous les élèves comme ça qui finalement qui étaient restés sans possibilité de poursuivre leur formation. Et donc il cherchait, parce que lui c'était le propriétaire du local, et donc lui il avait des élèves qui tapaient à sa porte tous les jours, et il cherchait un repreneur pour reprendre son local et reprendre une auto-école, et reprendre donc les élèves pour pouvoir non seulement régler ses loyers, mais aussi que l'affaire puisse reprendre et qu'il ait plus tous ces élèves qui l'appelaient tous les jours en disant on fait quoi, etc., alors que lui il pouvait rien. Donc on a vu cette petite annonce, et puis finalement j'ai dit tiens, je vais aller voir. J'ai été voir, et puis finalement voilà, on s'est entendu, et donc du coup ça coûtait pas très cher, il était parti comme ça, donc il fallait plutôt reprendre des problèmes au départ, donc ça coûtait pas très cher. Moi ça me convenait bien, parce que j'avais pas trop de moyens à l'époque, et puis c'est comme ça que j'ai commencé aussi dans la première affaire, et à savoir que ce fameux propriétaire est encore un ami aujourd'hui. Donc les deux opportunités, faut savoir que ce sont des personnes qui sont encore dans notre cercle d'amis depuis. Ouais, c'est magnifique. Ça veut dire que les affaires ont été bien menées, chacun y trouvait son compte. Sur cette première affaire, tu dis que ça n'a pas coûté très cher. Par contre, qu'est-ce qu'il a fallu, par exemple, toi, pour que tu te lances? Tu avais déjà des véhicules, ou alors t'as dû emprunter pour... Non, au début, non, j'ai pris un véhicule. J'ai pris un véhicule auprès de Peugeot. Voilà, donc... Excuse-moi de te couper, à ce moment-là, t'es toujours pas moniteur? Non, pas du tout, non. Okay. Alors mon père, lui, il est moniteur, c'est quand même lui le dirigeant, donc du coup, moi, effectivement, c'est moi qui gérais, mais quand je faisais quelque chose, c'était toujours aussi avec l'accord de mon père. Et donc, mon père avait quand même déjà une première affaire, déjà. Donc moi, quand j'ai pris la mienne, j'ai vu avec Peugeot, et puis bon, comme c'était avec le nom de mon père et tout, ils ont vu que c'était un moniteur. Ça se faisait comme ça aussi à l'époque, même si l'affaire débutait. De toute façon, c'était un leasing, on payait tous les mois, etc. Donc non, j'ai pris un véhicule comme ça.
Et puis, j'ai aussi réussi à recruter un moniteur. Ok. Et puis, ça a commencé comme ça, un véhicule, un moniteur. Et puis, on a réouvert. Et puis, on a vu surtout, on a essayé de rassurer tout le monde au départ, parce que c'est vrai que quand on a ouvert, il y avait beaucoup d'attentes et il y avait la queue un peu au départ, hein, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment on va faire. Lui, il est parti, j'avais déjà payé tant, etc. Donc, au début, Ils ont dû repayer, tu les as fait repayer ou Bon, si tu veux, bien sûr, j'ai fait payer les heures que nous on allait faire, mais en tout cas, il y avait des facilités, il y avait pas de frais d'inscription, il y avait pas de frais de gestion, des choses comme ça. Donc on a essayé de faire peut-être une petite remise. Donc voilà, on s'est arrangé comme ça au début. De toute façon, ils étaient déjà contents de pas tout perdre, voilà. Et puis c'est vrai qu'on s'est arrangé un petit peu comme ça, quoi. Ok. Donc là, à ce moment-là, vous êtes encore 2002. Là, t'as quel âge? Ouais, 2002, 2003. Donc moi je suis de 74, donc voilà, donc je dois avoir à peu près 28 ans? ouais, à peu près, ouais, si on compte bien, hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, 74, ouais, ça fait ouais, ça fait à peu près. Et donc vous êtes un secrétaire, toi? Ouais, donc c'est moi, puisque j'ai pas de diplôme. Donc, un moniteur. Donc du coup, ouais, j'ai pris un moniteur, c'est moi qui gérais le bureau à l'époque. Ok, vous êtes que deux. Et on était deux, ouais, tout à fait. Ok, et comment ça se passe cette première affaire? Bah, ça se passe assez bien, parce que moi j'ai de l'énergie, je veux dire, au départ, voilà, hein, je suis content d'avoir cette affaire, donc je mets beaucoup d'énergie dans cette première affaire. Et puis bon, j'ai aussi de l'expérience au niveau de la clientèle, de la relation client, parce que je viens quand même du monde du commerce, hein, donc ça m'a aussi aidé. Et puis donc ça s'est bien passé, de rassurer les gens, de leur parler, de leur faire comprendre que on va reprendre les choses et qu'ils vont pouvoir finir leur formation, passer leur permis, etc., etc. Donc voilà, et puis j'avais aussi les conseils de mon père aussi, je connaissais rien du tout au niveau du monde de l'auto-école, donc il fallait aussi que je sache comment ça se passe aussi, pour pouvoir gérer une formation de A à Z, avec les examens au bout et tout, donc voilà, j'avais aussi le conseil de mon père, donc je me suis imprégné là-dedans. Il y avait aussi toute la partie code, hein, que moi je pouvais pas conduire, bien sûr, je n'étais pas moniteur, mais j'ai pu effectivement tenir le bureau et puis faire aussi la partie code, la théorie, c'est moi qui le faisais à l'époque. Et puis à l'époque, c'est vrai qu'on avait des salles de 20 personnes qui étaient toujours quasiment remplies, avec des cours de code, avec des corrections et tout, donc c'était une autre époque. Ouais. Finalement, ce que tu as pu voir de l'extérieur en aidant ton papa, etc., et ce que tu as eu à voir comme difficulté, comme enjeu, etc., quand c'était toi aux manettes, est-ce qu'il y avait une grande différence ou est-ce que finalement c'était juste la continuité et il n'y a pas grand-chose qui t'a surpris? Alors c'est pas la même chose, parce que moi du coup, mon père il a repris une affaire qui tournait, donc bon, il n'y avait pas eu de souci, quoi. Du coup, moi j'ai dû rassurer des personnes qui finalement avaient peur pour leur formation, pour leurs finances, parce qu'ils avaient déjà pour la plupart payé tout ou partie de leur formation. Donc c'était un aspect pour moi qui était que j'avais pas vu dans l'ouverture enfin dans la reprise en tout cas de l'auto-école de mon père. Mais bon, je savais en reprenant cette affaire que je connaissais aussi l'état des lieux. Je savais très bien qu'il y avait effectivement des personnes qui étaient inquiètes. Et donc, j'ai fait ça tranquillement, parce que, encore une fois, le relationnel, c'est quelque chose pour moi qui est assez naturel. Et j'aime ça, parler aux gens, les rassurer, trouver des solutions pour eux. Donc, j'étais clairement dans mon rôle. Pour ça, j'avais pas besoin de diplôme, hein. Il fallait juste savoir parler, rassurer, avoir du bon sens et surtout avoir des solutions à leur proposer. Donc voilà, j'étais là pour apporter des solutions pour qu'ils puissent passer leur permis. Cette première auto-école, tu la gardes pendant combien de temps? Alors, cette première auto-école, je la garde quand même assez longtemps, quand même, hein, parce que... Avant de passer, je parle au next step. Ah oui, d'accord, avant d'en avoir une autre, tu veux dire. Ah oui, donc on va dire que très vite, c'est une auto-école de quartier, en fait, si tu veux, donc c'est vrai qu'on avait une clientèle qui était quand même assez ciblée. Et puis très vite, quand on a rassuré les gens, puis c'est revenu un peu à la normale, donc du coup, il y a un bouche à oreille qui commençait à opérer. Et puis c'est vrai que j'ai senti que il y avait peut-être de la demande à laquelle je pouvais pas répondre. Et donc j'ai ouvert pas très loin, hein, c'était à Corbeil-Essonnes, mais j'ai ouvert au centre-ville du coup, donc j'ai trouvé un local. Et donc j'ai ouvert une auto-école au centre-ville. Et du coup là, j'ai pu vraiment avoir beaucoup plus de prospects. J'étais beaucoup plus exposé, un meilleur emplacement, etc. Donc c'est vrai que, on va dire que 2002, l'autre ça a dû être 2004 je crois, donc quasiment 2 ans après, donc j'ai ouvert la deuxième auto-école dans le même secteur. Ouais.
Ok. Avant qu'on passe à la partie croissance, etc., comment tu arrives à recruter, sur quels paramètres, critères tu te bases pour recruter un moniteur, toi-même n'étant pas moniteur? Est-ce que tu prends par défaut ou alors est-ce que tu as quand même... Alors j'ai envie de te dire, à l'époque, comme je te dis, bon, au niveau relationnel quand même, j'étais habitué à manager des équipes, à discuter, à parler avec des clients, donc j'étais assez à l'aise dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de dire que au début, j'avais pas trop d'expérience dans le recrutement, mais j'ai eu l'occasion de participer au recrutement pendant mon première mission en tant que chef de secteur, hein, parce que j'étais responsable. Donc Ok, d'accord. quand il y avait des recrutements, forcément, c'est moi qui devais aussi, j'assistais, et puis c'est moi qui les accompagnais au départ, puis ils étaient sous ma responsabilité aussi, hein. Donc, si tu veux, c'était pas totalement pour moi inconnu, mais en tout cas, le fait que ça soit moi qui puisse rechercher, qui puisse ensuite recevoir seul, hein, et puis de décider moi-même, c'est vrai que c'était un peu nouveau, mais j'ai envie de te dire, j'ai fait ça avec le feeling au départ, c'était plutôt le feeling, hein. Tu t'entends bien avec la personne Je ressentais à la suite de l'entretien, je ressentais un peu la sincérité, hein, des personnes, et savoir s'ils voulaient vraiment travailler, quelle était leur motivation. Donc c'est un peu comme ça au début que j'ai pu recruter. Ok, et tu t'étais pas trompé à ce moment-là, tout s'est bien passé Je me suis pas trompé, donc c'est vrai que les premiers recrutements se sont quand même assez bien passés, ils sont quand même restés un certain temps avec moi, donc non, parce que l'affaire a quand même décollé assez rapidement, surtout celle du centre, donc c'est vrai qu'on a progressé assez vite, j'avais déjà un petit bouche à oreille qui était déjà en ma faveur par rapport à ce qu'on avait déjà fait sur la première auto-école. Donc non, ça a progressé assez vite, le nombre de moniteurs aussi a progressé assez vite, et j'étais toujours pas moniteur moi-même. Ouais. Faut savoir que moi j'ai été moniteur quasiment avant de prendre ma troisième affaire, quoi. Ok, donc là tu as la deuxième auto-école à Corbeil, centre. Ouais. À ce moment-là tu recrutes des secrétaires plutôt, parce que la première auto-école c'était seul secrétaire. J'étais tout seul. Alors quand j'ai pris la deuxième, donc j'ai recruté sur la première, et donc j'ai pris la deuxième, hein, moi toujours, au niveau du bureau c'était toujours moi, et puis après au bout d'un moment donné, oui, je sentais quand même que pour pouvoir aussi accompagner la secrétaire qui était sur la première, bon, je pouvais pas non plus tout le temps rester cantonné au bureau, donc après j'ai pris quelqu'un effectivement pour m'aider sur la deuxième, mais j'étais toujours j'étais toujours là aussi, je chapeautais, mais c'est vrai que j'ai pris du renfort après. Donc la deuxième auto-école, en fait, c'est là que ça commence à prendre un peu plus de volume, l'emplacement il est meilleur, donc plus d'élèves, etc. À ce moment-là, ta stratégie de croissance, est-ce que tu en as une, ou est-ce que c'est le bouche à oreille Non, je pense que là j'avais pas trop de stratégie. Je pense que là je suis en train de vivre, je vis la situation au jour le jour, on va dire, hein. Donc je mets mon énergie. De toute façon, je suis pas moniteur, je suis pas sur la route, donc je suis à l'écoute des élèves, de leurs besoins. Donc j'essaie de faire le lien aussi avec les moniteurs quand les élèves ont des messages, ou quelquefois quand il y a des mécontentements. Donc forcément moi je fais le relais avec les équipes, hein. Donc je suis pas sur la route, mais en tout cas je fais remonter à chaque fois les informations, et puis c'est comme ça, hein, quand on est très à l'écoute des élèves, quand ils voient que finalement il y a une vraie interaction, il y a un vrai accompagnement, une vraie prise en charge, et ben finalement ils sont assez satisfaits, hein, parce que quand on est à l'écoute des élèves, forcément ça amène déjà de la confiance par rapport à votre capacité à les accompagner, etc., quoi. Voilà, donc à partir du moment où il y a une bonne prise en charge, de toute façon les élèves ils peuvent être que satisfaits, hein, parce que même quand il y a des problèmes, à partir du moment où vous êtes à l'écoute et que vous avez cette capacité à résoudre leurs problèmes, donc ça c'est forcément positif pour eux. Donc là, à ce moment-là, l'affaire marche tranquillement, vous partez, le chiffre d'affaires croît, vous arrivez à combien à peu près au maximum à ce moment-là sur Corbeil? Sur le chiffre d'affaires, tu veux dire annuel ou annuel. Ou mensuel? Au départ, t'as gardé l'affaire pendant combien de temps avant de monter encore. On va dire que la troisième c'était 2011, là on est en 2004, voilà, donc bon, tu vois, c'est à peu près 7 ans après, tu vois. Ok, d'accord. Donc pendant 7 ans on a oui, effectivement on a évolué, donc alors j'ai envie de te dire,
le chiffre d'affaires à peu près avant de prendre la troisième affaire, parce que attention, entre-temps, j'ai pris donc une autre secrétaire qui était cette fois-ci à plein temps, donc moi j'étais complètement retiré du bureau, du quotidien, on va dire, hein. Donc là j'étais plus en observation, en accompagnement, voilà, hein, des équipes, hein, dans le management et tout, et puis même au niveau de l'équipe pédagogique, même si j'étais pas moniteur, mais j'avais des réunions régulièrement avec eux, hein, quasiment tous les mois, je réunissais toute l'équipe pour voir ce qui allait pas, ce qu'on pouvait améliorer, etc. Donc j'étais plus dans ce rôle-là de chapeauter un peu tout ça. Donc on va dire que vers la fin, avant que je me lance dans cette troisième affaire, on devait être aux alentours à peu près peut-être de 300 000 euros par an à peu près sur cette auto-école-là. Ok. Donc là, t'es plus au bureau en soi, t'es en train de chapeauter les équipes. À ce moment-là, vous avez combien de moniteurs? T'es avec une secrétaire par agence, c'est ça? Ouais, une secrétaire par agence. Ok, et combien de moniteurs sur... Alors sur les moniteurs, donc ils étaient 2, je crois, sur la première. Sur Corbeil. Voilà, et puis sur la première, ils étaient 2. Et sur la deuxième, il devait être à peu près 4, je crois. Okay. Voilà. Il devait être à peu près 4, je pense. Au moment où tu commences et tu prends ta deuxième auto-école, est-ce que tu as déjà cette envie d'ouvrir d'autres auto-écoles? Ou alors c'est vraiment, j'ouvre, je vois ce qui se passe, parce que tu es resté quand même longtemps avec... pendant quoi, 7 ans, tu es resté avec juste deux auto-écoles, ouais. Oui, alors, comme je te dis, la deuxième, je l'ai ouverte parce qu'il y avait une demande, donc j'ai répondu à cette demande. Après, effectivement, une fois que je suis sorti, parce que bon, à un moment donné, je ressens quand même qu'il faut que je puisse chapeauter un petit peu la secrétaire qui est sur la première, etc. J'avais pris une deuxième en renfort, et puis petit à petit, elle maîtrisait bien le métier, et tout ça, etc. Donc, je l'ai laissé faire, et puis ça me permettait de vraiment, on va dire, être en accompagnement, hein, par rapport à l'accueil, mais aussi au groupe pédagogique, par des réunions, des choses, enfin voilà. Donc à partir du moment où j'étais retiré et que ça tournait, je me suis dit finalement voilà, on commençait aussi à mettre des process en place, je savais aussi comment je voulais travailler, à force d'écouter les gens, tu vois ce qui fonctionne pas, donc et quand tu es à l'écoute et qu'à chaque fois tu modifies un petit peu tes process, ça te permet de mettre des choses en place, de dire voilà, on va travailler un peu comme ça, ça fonctionne pas, etc. Donc c'est là que il y a une sorte de voilà, des process qui se mettent en place, que ça soit au niveau du bureau, de la prise en charge, mais aussi au niveau pédagogique, même si je suis pas dans les voitures, mais par rapport à tout ce que j'entends, par rapport au retour des élèves, etc. et par rapport aux réunions que je fais régulièrement avec les moniteurs, ça me permet quand même de mettre certaines choses en place aussi à ce niveau-là. Donc voilà, une fois qu'on commence à avoir certaines certitudes par rapport à ce qui fonctionne bien, que ça soit pédagogiquement ou que ça soit au niveau du bureau, on se dit finalement, voilà, on a quand même de l'expérience, on sait à peu près ce qui fonctionne. Et donc pourquoi pas cette fois-ci la troisième, c'est moi qui l'ai recherché, ouais. Donc là c'est moi qui ai recherché un bureau, j'ai trouvé effectivement un local, et donc j'ai créé effectivement c'était pas une reprise, hein, c'était comme la deuxième, c'était une création, donc j'ai créé cette troisième affaire à partir de 2011. Ouais. Okay. Et donc là par contre j'ai senti quand même le besoin de devenir moniteur à ce moment-là, et donc j'ai passé mon diplôme quand même avant d'ouvrir cette affaire-là, donc j'ai pu passer mon diplôme. Ouais. Et là, tu passes le diplôme, en même temps, tu chapeautes quand même les entreprises, tu es quand même là pour les secrétaires, là pour tout le monde, etc. Comment tu... à force d'être à l'écoute de tout le monde, et même si j'étais pas moniteur, mais bon, je les écoutais souvent, je parlais souvent par le biais des réunions, des choses comme ça. Donc si tu veux, moi mon diplôme, je l'ai même pas passé dans un centre de formation. C'est-à-dire que comme le permis, on peut le passer en candidat libre. Ouais, okay. On peut aussi passer. Alors je sais pas comment ça se passe aujourd'hui avec le titre pro, mais en tout cas avec le BPCASER à l'époque, on pouvait effectivement le passer en candidat libre. D'accord. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé en candidat libre, donc j'étais pleinement disponible. Hein, voilà, et j'y étais un petit peu, j'étais un peu avec le talent, comme on dit. Et donc du coup, je l'ai pas eu pour une note éliminatoire, c'est-à-dire que j'ai eu le nombre de points globalement, mais une note éliminatoire, et c'était justement la pédagogie véhicule, où j'ai eu cette note éliminatoire. Je crois que c'était en dessous de 7 à l'époque. Si tu avais une note en dessous de 7 sur 20, t'étais éliminé, même si tu avais la moyenne globale, parce que j'ai eu des bonnes notes en pédagogie, par exemple en salle, j'avais eu 19 par exemple, parce que je faisais des cours de code tout le temps, donc j'étais à l'aise. Mais c'est vrai que sur la pédagogie véhicule, forcément, j'étais ma moniteur, j'avais jamais fait, donc du coup là je me suis un peu planté. Donc du coup je
l'ai pas eu à cause de ça cette première année-là. Et puis la deuxième année, c'est pareil. J'ai été voir un centre de formation qui s'appelle Aguado, qui est peut-être encore là à Évry. Et donc, centre de formation à Aguado avec Madame Oji à l'époque. Et elle, j'ai été la voir juste pour prendre des cours de pédagogie en véhicule. C'est tout. Donc, finalement, j'ai eu quelques cours avec elle, mais je me suis pas inscrit sur un cursus complet scolaire, voilà, 17h, etc. J'ai pris des cours que j'ai payés à part, et donc j'ai été présenté, je l'ai eu la deuxième session. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, hein. Là c'était des sessions où si on l'avait pas, fallait attendre l'année d'après comme le bac, quoi, hein. Tout à fait. Et donc là c'est ta troisième auto-école, tu deviens un peu plus confirmé dans ton métier, encore un peu plus confirmé dans ton métier, puisque là maintenant t'es moniteur. Tu commences à donner des cours en véhicule aussi. C'était le but aussi de les aider en véhicule, ou c'était juste pour pouvoir avoir un peu plus d'armes pour tes process pédagogiques, etc. À partir du moment où j'ai eu cet objectif d'ouvrir, voilà, et donc c'était plus par opportunité, mais là c'était vraiment une volonté d'ouvrir, je me suis dit qu'il fallait que je sois moniteur, parce que pour lancer une affaire au départ, c'est bien de soi-même de pouvoir commencer en tant que moniteur et de pas embaucher un moniteur à temps plein, parce que le plus souvent c'est difficile de trouver des moniteurs à temps partiel. À l'époque il n'y avait pas d'indépendants, hein, donc c'était des employés, souvent c'était des moniteurs à temps plein, et donc du coup moniteur à temps plein sur une nouvelle affaire, quelquefois vous allez le payer, mais il n'y a pas forcément d'élèves au départ, quoi, hein, je veux dire, faut le temps que ça se lance. Donc j'ai senti qu'il fallait que moi-même je sois totalement autonome, hein, sur l'aspect pédagogique comme sur l'aspect effectivement accueil administratif et commercial. Donc du coup j'ai passé mon diplôme avant de lancer cette troisième affaire, et donc quand je l'ai lancé d'ailleurs, j'ai recruté pour le bureau, mais c'est moi qui étais le moniteur au départ sur le terrain, quoi. Ok, d'accord. Combien de temps t'as passé solo à faire grandir l'auto-école avant de commencer à déléguer et la sortir un peu la tête de l'eau pour repenser croissance? Alors ça remonte à 15 ans, donc je pourrais pas vraiment te dire vraiment combien de temps, mais en tout cas c'est quand même parti assez fort. C'est-à-dire que c'était une auto-école qui était assez bien placée à Massy, et donc c'est vrai que voilà quoi, il y a eu beaucoup de passages, donc du coup il y avait quand même des inscriptions assez rapidement. Et je pense que je me suis retrouvé assez rapidement quand même un peu saturé, dans la mesure où je devais aussi chapeauter quand même un petit peu les deux premières. Donc il fallait que je sois aussi présent pour elles, notamment au niveau des assistantes, hein, qui étaient au bureau. Et puis aussi par rapport à l'équipe, parce que moi j'ai toujours fait des réunions régulièrement avec mes moniteurs aussi. Donc voilà, je pense que j'ai dû tenir à 6 mois à peu près, et puis après j'ai dû recruter. Ok. Et là, est-ce qu'il y avait déjà un pattern qui revenait dans ton choix d'ouverture, sur comment tu choisis, etc. En fait, moi, c'était des emplacements qui étaient de choix, on va dire. Les emplacements pour les auto-écoles, le plus souvent, là, on est quasiment sûr que ça fonctionne. C'est soit tu es au niveau d'une gare, c'est soit tu es au niveau d'un lycée à côté, ou soit tu es tapis sur rue, sur une place qui est très passante, ou finalement qui est bien desservie, donc tout le monde peut y aller assez rapidement. Et c'est ce qui s'est passé sur Massy. C'était un emplacement finalement où il y avait beaucoup de commerce, donc voilà, ça bougeait beaucoup de commerce, donc on savait que tous ceux qui étaient aux alentours, que ça soit Massy ou même plus loin, ils pouvaient y accéder assez rapidement, parce que c'était une place commerçante, quoi. Donc ce sont des emplacements où on ne prend pas trop de risques au niveau on va dire du développement. On sait très bien que ça va venir, ça va s'inscrire, en tout cas ça va se renseigner, et après c'est à nous de faire le travail, hein. Bien sûr. Parce qu'il y a des concurrents, donc après ça passe par le discours, et puis aussi après par le terrain et les résultats. Et donc la troisième auto-école, ça marche bien, ça démarre assez fort, tu recrutes, et tu continues toujours dans cette lancée-là. Ouais, je pense que là, à ce moment-là, je pense que je suis parti sur une logique vraiment de développement au niveau de l'enseigne, pas encore, parce que j'avais pas forcément à ce moment-là une enseigne. Enfin, j'avais toujours un petit nom qui revenait. Parce que voilà, mon père il s'appelle Maurice, donc la première c'était Maurice Conduite,
Et donc, à chaque fois que j'ouvrais, il y avait toujours MC devant, Maurice Conduite, et après, je mettais un peu le nom de la ville, etc. Et donc, c'était toujours un peu comme ça. Donc après, je me suis dit, tiens, ça serait bien de créer un petit peu, peut-être Standardisé. un logo, standardiser un peu tout ça. Parce que parallèlement, j'avais aussi mon frère aussi qui s'est lancé dans les auto-écoles, qui a été aussi pris dans la vague aussi. Il faisait quoi avant? Bah lui, il était, je crois, dans la téléphonie aussi Ok, un peu. ouais. Voilà, il faisait un peu des choses comme ça. Et puis c'est vrai que lui aussi il s'est dit, bah tiens. Puis après, il a été moniteur avant moi, par contre, lui. Il a D'accord, ok. travaillé, je crois, avec mon père. Alors que moi j'étais dans mes premières auto-écoles mais sans être moniteur. Lui il a passé son diplôme, il a travaillé avec mon père et puis ensuite il a volé de ses propres ailes aussi, puis Ok. il a ouvert, ouais. Donc on ouvrait un petit peu, donc du coup quand il y avait l'auto-école de mon père qui entre temps aussi, je crois qu'il en avait une deuxième entre temps, moi ça faisait la troisième, mon frère il en avait une déjà, donc bon ça commençait à faire quelques-unes, donc après c'est vrai que j'ai eu cette idée aussi de se dire tiens ça serait bien d'uniformiser un peu tout ça, et puis donc on a créé voilà notre marque GMC pour qu'on soit identifiable, voilà. Et puis on a essayé de créer une charte graphique aussi, etc. Donc et puis donc j'étais dans cette logique par contre là de développement où là après j'ai ouvert après en 2013 je crois j'ai ouvert la quatrième. Ok. Donc 2 ans après la troisième, voilà, tour, le et quatrième. puis après en 2016 j'en ai ouvert 2 dans la même année, voilà, donc ça faisait 6, et puis voilà, après j'ai développé jusqu'à 10 auto-écoles. Ouais. Ok. 10 auto-écoles, et là, t'arrives à 10 à quel moment? On a en quelle année à peu près? 2017. Ok. 2017, c'était les dernières. Ouais. Ok. Et là, qu'est-ce qui te permet, toi, de continuer, de croître sans perdre ton identité, sans perdre en qualité, etc. Est-ce que c'est vraiment, t'avais déjà pensé du coup à toute cette charte-là, donc en fait des process que tu mettais en place pour le recrutement, pour l'accueil des clients, pour la pédagogie, etc. Est-ce que t'avais déjà tout ça qui te permettrait de tenir les rênes sans forcément être là Alors, au pour niveau chaque de la avance, charte, là? on l'a créé justement, comme je te Ouais. disais. Hein. On a créé une charte graphique avec un professionnel et tout. Donc, ça, c'était. On était identifiable, les voitures, tout. Enfin, on a créé une charte graphique qui était assez complète. Et maintenant, j'avais toujours, moi, comme je viens de la grande distribution, donc toujours pareil, hein, ces techniques commerciales qui font que, voilà, on a toujours cette volonté de développer les affaires. Hein. Donc voilà, donc ça se développait bien. Hein. J'avais des chiffres d'affaires qui progressaient bien. On faisait des choses que d'autres ne faisaient pas forcément, c'est-à-dire de faire des stands, par exemple, dans des galeries à Auchan, dans des galeries à Carrefour. Donc On y reviendra sur ça, sur vraiment tes stratégies d'acquisition voilà, client à ce moment-là pour c'est le ça. groupe, On allait etc. vraiment à la recherche du client et on ne laissait pas forcément venir vers nous, mais on Ouais. allait à la recherche du client pour créer du chiffre d'affaires. Et donc voilà, c'était un peu ça. On était plutôt sur l'aspect développement, chiffre d'affaires. Et donc c'est vrai que sur une affaire, comme je te disais au départ, l'affaire numéro 2 à Corbeil qui émargeait à peu près à 300 000 euros quand j'ai pris la troisième, c'est vrai qu'après, au fil du temps, c'est une auto-école qui était plus autour des 450 K hors taxe à l'annuel. Donc on avait progressé aussi depuis. Mais bon voilà, donc on a progressé surtout comme je te dis, par rapport au fait qu'on avait un discours qui était bien rodé, c'était des assistantes administratives, mais aussi commerciales. Donc on a ajouté aussi ce paramètre-là commercial, qui n'existait pas forcément avant, parce que c'est vrai qu'à l'époque, les secrétaires, c'était plutôt là pour donner des renseignements et puis donner les tarifs, mais il n'y avait pas forcément cet aspect commercial. Nous, on a développé aussi un petit peu cet aspect commercial, et donc il y avait ce discours-là qui était assez dans la formation des équipes, on intégrait cet aspect-là. Et concrètement, comment tu le faisais, comment tu les formais, qui est-ce qui les formait? Est-ce que c'était toi au départ sur chaque ouverture qui passait peut-être un mois, quelques semaines, etc. à marteler le message commercial, ou alors tu avais une personne en qui tu avais confiance qui se chargeait de ça pour toi? Au fil du temps, oui, parce que sur les premières affaires, après, tu as des assistantes qui sont rompues un petit peu à ce que tu souhaites, hein, voilà, au discours que tu veux. Et donc, ce discours commercial, moi, je l'ai peaufiné déjà moi-même quand j'y étais. Bon, on était dans l'accompagnement, mais aussi, voilà, on avait aussi des arguments hein, pour pouvoir convaincre. Et donc, j'ai pu aussi après transmettre ça au premier. Hein, et puis, c'est vrai qu'au fil du temps, là, 2011,
ça faisait déjà, par rapport à la première affaire, ça fait déjà plus de 10 ans que j'étais dans le métier. Donc, comme je te disais, j'avais mis aussi des process en place, parce que le fait que moi, j'étais plus sur place dans les auto-écoles, il fallait que je mette des process pour que les autres... Parce que moi, j'ai toujours eu cette notion d'identité, c'est-à-dire que le discours, la prise en charge soit un peu équivalente dans n'importe laquelle des auto-écoles. Donc, j'avais ce souci-là. Donc, je mettais des process en place, que ça soit pédagogique, que ça soit administratif, que ça soit commercial. Donc, c'est les premières qui étaient avec moi depuis, qui transmettaient aux autres. Donc, c'est pas moi forcément qui faisais les formations, mais en tout cas, c'est moi qui mettais en place les process, et puis c'est les premières qui formaient les nouvelles. Mais concrètement, quelle était la différence du coup entre ton auto-école où tu allais avoir une vision beaucoup plus commerciale de la chose et du métier de secrétaire comparativement à une autre auto-école, quoi? Eh ben, comme je te dis, moi, donc, on parlait de technique d'aller dans les galeries, etc. Bon, ça, c'est plutôt une stratégie commerciale et marketing. Mais sinon, dans le discours commercial, on avait toute une série de questions qu'il fallait poser. Donc, déjà, c'était d'écouter les besoins avant de tout de suite donner un flyer ou dire, voilà, nos prix, c'est ça. Il fallait écouter les besoins, déjà, dans un premier temps. Une fois qu'on avait écouté les besoins, il fallait repérer les forfaits qui étaient plus adaptés. Et ensuite, pouvoir, par rapport à ces forfaits-là, mettre en avant, si tu veux, nos avantages. Voilà, les avantages qu'on aurait voir. Alors, on parle jamais de la concurrence en disant oui, par rapport à eux, nous, c'est pas notre truc, on se compare pas. Mais par contre, dans le discours, on va mettre en avant certains avantages qu'on sait très bien que les autres n'ont pas forcément, quoi. Okay. Voilà, donc c'est ce qu'on essayait de mettre en avant. Donc l'important, c'est que les assistantes sur place puissent mettre en avant à chaque fois les avantages, parce qu'il faut proposer des avantages. Je veux dire, c'est concurrentiel, donc on a forcément des concurrents autour de nous. Et donc si on propose rien, voilà, et qu'on propose qu'un prix, donc c'est sûr que c'est pas suffisant, parce que forcément on sait qu'un prospect il fait le tour. Donc quand il fait le tour, faut qu'il puisse dire bah ouais, tiens, là je vais y aller là-bas parce que eux ils proposent ça, etc. Donc par rapport à ça, il fallait mettre en avant certains avantages. Ouais. Et donc à côté de cette formation commerciale au niveau du secrétariat, donc tu avais toute une stratégie d'acquisition que tu mettais au niveau du groupe pour faire venir, et donc tu as innové sur certains points. Est-ce que tu peux m'en parler plus? Là, tu as évoqué tout à l'heure les stands, que tu mettais. Est-ce qu'il y avait d'autres trucs que tu faisais pour, Ouais, on a innové. On avait une équipe. Alors moi, j'avais aussi une responsable commerciale à l'époque, voilà, qui était, on va dire, celle qui était la plus affûtée, la plus expérimentée à ce niveau-là. Et donc, elle avait des idées. Elle essayait de regarder un peu ce qui se faisait dans d'autres domaines que le nôtre. Et donc, c'est vrai qu'il y avait des idées comme ça. Et comme le stand, donc, ça a été quelque chose qu'on a expérimenté, effectivement, et qui a très, très bien marché, d'ailleurs. Tu les mettais où comme je te dis, c'était dans les galeries aux sorties de caisse, quoi. On avait un stand au niveau des centres commerciaux, des grands centres commerciaux, comme ce qu'on peut voir quand on va dans les galeries comme à Auchan ou à Carrefour. On a toujours des petits stands comme ça qui sont au niveau des caisses, ou dans la galerie, tout au long de la galerie. Et donc nous on avait un stand, et donc forcément quand ils finissaient de faire leurs courses et tout, ils passaient devant nous. Il y avait des fois un simulateur qui était là aussi pour essayer, etc. Et on avait toute une équipe, 2-3 personnes qui étaient là pour renseigner avec des flyers, avec aussi des totems avec notre nom bien identifié, etc. Auto-école. Donc voilà. Donc c'était une autre façon effectivement d'aller vers les prospects. Et puis on a fait aussi des choses où on était dans certains journaux, par exemple. Par exemple, on a été dans des journaux, je crois, comme Voici, qui était assez lu aussi. Donc on avait fait comme ça un encart, un quart de page comme ça. Ça aussi, ça avait très bien marché. Où on avait une remise sous présentation d'un coupon, etc. Donc ça aussi, ça avait bien marché. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que le digital, c'était déjà quelque chose qui était présent chez toi? Pas du tout? Non, parce que ça n'existait pas vraiment. En tout cas, dans notre domaine, ça n'existait pas vraiment. Donc voilà, on va dire que tout ce qui était digital, c'est un petit peu arrivé avec Ornicar. C'est eux qui ont un peu, on va dire, ubérisé et digitalisé un petit peu cette profession. Mais avant, non, c'était pas digitalisé. C'était vraiment, c'était du flyer, c'était du contact client.
tout était fait au contact. Hein, Ok. voilà, donc on s'était adapté. Puis c'est vrai que ça fonctionnait plutôt bien. Donc on avait des auto-écoles qui se développaient très bien en chiffre d'affaires. Maintenant, il y a eu aussi un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'au niveau peut-être de tout ce qui était process, même s'il y avait des formations, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'avec le volume d'auto-école, moi personnellement, je ne pouvais pas forcément garantir que les process étaient bien suivis. Alors même s'il y avait des responsables dans chaque agence, je mettais des directeurs dans chaque agence, mais ces directeurs eux-mêmes, c'était souvent des moniteurs hein, qui étaient assez méritants et que je faisais évoluer, mais qui n'avaient pas forcément la compétence pour manager, pour pouvoir forcément accompagner. Donc voilà, donc c'était un peu la méritocratie, on va dire. Hein, donc, mais ils n'étaient pas formés pour ça. Et même s'il y avait une petite formation qu'on faisait, mais bon, c'était pas forcément à la hauteur des enjeux. Donc là où, quand moi j'étais là, je pouvais impulser quelque chose quand j'étais sur le terrain, parce que j'étais garant aussi de mes propres process, etc., etc. Mais c'est vrai que à un moment donné, j'étais plus du tout sur le terrain, j'étais plus dans un bureau que j'avais, avec justement cette responsable commerciale, responsable administratif, et on gérait un petit peu comme ça les auto-écoles, on faisait des réunions un peu partout, donc on était plus, voilà, c'était plus après devenu, c'était de la gestion, on va dire, mais on n'était pas sur le terrain, donc c'était plus difficile, on va dire, à toucher du doigt un petit peu les problématiques qu'il y avait par rapport aux élèves, etc. Et encore une fois, je me suis rendu compte un petit peu après que ça a eu quand même une petite défaillance au niveau, en tout cas, de tout ce qui était prise en charge, la qualité de la prise en charge sur le terrain. Donc voilà quoi. Ok, donc là, on repart sur cette phase de croissance là où donc tu passes de 4 à 10 en quelques années finalement. Donc en 2015, tu as pris 2 auto-écoles, quelques années après, tu prends 2016, ouais. 2016, deux en même temps, quelques années après, tu en prends encore. Euh, est-ce que chacune de ces ouvertures-là, en termes déjà de chiffres, sont des ouvertures qui sont finalement pertinentes pour toi et qui te ramènent de la croissance, ou alors il y a des fois où tu t'es loupé, où tu as ouvert et finalement tu t'es rendu compte qu'il fallait pas forcément. En fait, ouais, il y en a, une, je me rappelle, que j'avais prise à Shell, que j'avais créée sur Shell, et oui, où il n'y avait pas forcément, il n'y a pas eu le retour qui était espéré en termes de chiffre d'affaires. Celle-là, oui. Bon, après, il y en a qui tournaient moyennement, et puis il y en avait des grosses hein, qui tournaient bien aussi, hein, voilà, qui étaient souvent les premières d'ailleurs. Ok. Qui tournait assez, enfin pas la petite la toute première hein, mais c'était les plus grosses tailles voilà. Mais globalement on va dire que j'ai envie de te dire c'est pas tellement le chiffre d'affaires finalement, parce que le chiffre d'affaires, comme je te dis, globalement, on avait des techniques qui faisaient que ça se développait quand même pas mal. Mais après, c'est surtout le nombre de personnel qui était quand même assez conséquent, etc. Et c'est vrai que là, il y a deux notions qui sont importantes. Hein. Donc, comme je te dis, moi, de par ma formation à la base, j'étais plutôt développement, chiffre d'affaires, etc. Donc, créer du chiffre, parce que c'est ce que je faisais quand j'étais chef de secteur. Hein. J'avais cet aspect-là, l'aspect des dépenses et tout. Moi, je m'en occupais pas trop, c'était pas trop mon truc. Mais là, c'est vrai que j'ai beaucoup développé le chiffre d'affaires, mais c'est vrai que cet aspect dépenses, effectivement, j'étais un petit peu peut-être moins, on va dire, j'étais moins concentré, j'étais moins Regardant sur cette partie, effectivement sur cette partie-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu ça, parce que c'est vrai que finalement, dans notre métier, particulièrement en auto-école, il faut dire que la masse salariale est une dépense qui est assez importante. Hein. Et donc, c'est vrai que vous avez une grosse masse salariale. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment maîtriser pour avoir un bon équilibre. Et donc, à un moment donné, il y a eu un petit déséquilibre par rapport à ça, parce que j'avais beaucoup de personnel à un moment donné, les moniteurs en eux-mêmes, mais les responsables que j'avais mis aussi dans chaque agence. Et puis même autour de moi, j'avais aussi une équipe qui devait aussi un peu aller chapeauter les choses. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez lourd. Donc, si on résume en termes de structure, pour une auto-école classique chez toi à ce moment-là, tu en avais 10. C'était le nombre de moniteurs équivalent à l'activité, évidemment, donc ça pouvait varier d'une auto-école à l'autre. Tu avais une secrétaire par agence, un directeur,
par agence? Alors j'avais une secrétaire, voire deux, parce que comme je développais beaucoup cet aspect commercial, le plus souvent j'avais une secrétaire qui était là pour accompagner, pour répondre à l'accueil, etc. Puis il y en avait une autre souvent qui était là pour la relance, etc. etc. Donc des fois j'ai été jusqu'à 2 secrétaires pour les grosses agences. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y en avait une qui s'occupait vraiment de l'aspect administratif, accompagnement des élèves, etc. Et une autre qui était vraiment dédiée à la partie commerciale pour les grosses agences. Un directeur par agence? Ouais, c'était un directeur, mais c'était un, si tu veux, un enseignant, du coup, qui a évolué. Donc il avait sa partie enseignant, et puis il avait forcément aussi des heures aussi à consacrer à la partie gestion, encadrement, management, etc. D'accord. Et donc au-dessus de ça, maintenant, tu avais toi une équipe qui était proche de toi. J'avais quelques personnes autour de moi qui étaient là aussi pour être mon relais, pour faire le relais pour l'aspect administratif, hein, donc voilà, pour voir que tout se passait bien à ce niveau-là, que les process sur le terrain étaient bien respectés, donc il fallait regarder un peu comment ils travaillaient, que ça soit au niveau des plannings, que ça soit au niveau de la prise en charge, etc. etc. Puis commercialement aussi, donc il y avait une personne qui était là pour accompagner commercialement, et puis une personne aussi qui était là pour tout ce qui était RH et tout ça. Ok. Donc voilà. Vous étiez combien d'employés en tout? En tout, je ne pourrais pas te dire exactement, mais si tu comptes en moyenne 5 personnes voilà, par agence, alors bien sûr, il y en a où il y en avait plus ou moins, hein, bien sûr. Okay. Hein. Mais donc si tu comptes en moyenne 5 personnes, voilà, faut à peu près une cinquantaine, et plus les personnes qui étaient autour de moi, donc on va dire que ouais, y a peut-être... on était peut-être à peu près 56, 57. Ouais. Ok, pour combien de chiffre d'affaires? On était à 3,5 millions à peu près de chiffre d'affaires. Sur les 10. Ok. Sur les 10, ouais, à peu près 3,5 millions. Ouais. Et là, à ce moment-là, toi, tes journées, c'était quoi finalement? Est-ce que tu arrivais à... Les journées, en fait, c'était beaucoup d'accompagner les équipes, de pouvoir... modifier les process quand il y avait des choses qui allaient pas, c'est d'essayer aussi d'anticiper un peu l'avenir, comme je te dis, tout ce qui était ces idées pour les galeries où on avait des stands, etc. C'était des choses qu'il fallait aussi exploiter. Donc à partir du moment où il y avait des idées, on les exposait lors des réunions qu'on faisait. Après, il fallait les mettre en application. Donc moi, je suivais un petit peu tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je faisais plus de conduite, c'est-à-dire j'étais plus sur le terrain parce que j'avais plus du tout le temps. Donc j'étais beaucoup effectivement sur des réunions. En plus, ça n'aidait pas, mais géographiquement, j'avais pas forcément des auto-écoles qui étaient tout à côté. Proche, donc il fallait prendre des rendez-vous avec un tel dans la semaine, etc., etc. Donc il fallait quand même accompagner un minimum les équipes. Donc chaque semaine, il fallait être présent aussi un peu partout, quoi. Donc c'est vrai, quoi. C'était il fallait être... c'est de l'accompagnement, mais c'était plutôt de l'accompagnement au niveau des équipes en place. Voilà. Ok. Ce que je voulais savoir, c'était plus à ce moment-là. Est-ce que ton quotidien, c'est t'arrives à anticiper tous les problèmes qui viennent, etc., et à penser au futur, ou est-ce que tu es vraiment dans l'urgence du moment et éteindre les feux à gauche, à droite, bouger un peu partout? Parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, tu n'avais pas forcément d'associés qui te géraient vraiment l'opérationnel et le quotidien de chaque agence. Non, moi, j'ai pas d'associés, hein. J'avais effectivement, comme je te dis, des enseignants que j'ai fait évoluer, mais comme je te dis, ils n'avaient pas forcément des capacités, en tout cas, d'assumer toute cette responsabilité, hein, sur le terrain. Donc j'avais pas forcément des relais à ce niveau-là. Moi, ce que j'anticipais, c'était beaucoup, encore une fois, cet aspect commercial, de pouvoir créer des choses à ce niveau-là, etc., avec les équipes en place. Par contre, c'est vrai que ce que j'anticipais moins, c'était tout ce qui était, encore une fois, la gestion des dépenses. Okay. La gestion des dépenses, du coup, j'avais un comptable qui forcément, qui m'alertait sur certaines choses, et je sentais que ça commençait à devenir chaud, mais je n'avais pas anticipé ça. Je n'avais pas anticipé. Et à un moment donné, je sentais que faire du chiffre, c'est bien, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, hein. Le chiffre d'affaires, c'est pas tout, hein. Ouais. Donc c'est bien de faire du chiffre, de se développer. C'est un indicateur, on va dire, de développement, le chiffre d'affaires. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une structure équilibrée, c'est d'avoir une affaire équilibrée, et c'est surtout de créer du résultat, de créer de la marge. C'est surtout ça qui est important.
parce que le chiffre, ça veut rien dire. On peut faire des millions d'euros, mais si vous avez des millions d'euros aussi de dépenses, au final, vous pouvez avoir un résultat qui est même négatif, quoi. Donc, Et à ce moment-là, ton résultat était à l'équilibre, tu arrivais quand même à... On était en quelle année déjà à ce moment-là? Quand tu commences déjà à voir que ça craquait, ton comptable commence à te dire attention, si ça... Bah, j'ai envie de dire, 2017, c'était les dernières acquisitions. Bon, 2018, 2019, on sentait quand même déjà que, voilà, 2018, 2019, parce qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle affaire, bah, c'est plus de recrutement, etc. Puis il faut les lancer, les affaires. Donc, du coup, bah, au début, vous avez du recrutement parce que bah, vous êtes obligé d'avoir un moniteur. S'il y a des élèves, il faut forcément avoir un moniteur qui est déjà en place. Vous n'allez pas dire à l'élève, bon, bah, tu t'inscris, mais par contre, on est en train de rechercher un moniteur. Donc, du coup, on anticipait ça. Mais du coup, le moniteur, pour l'instant, voilà, vous le prenez à temps plein, parce que c'est difficile de prendre à temps partiel, mais il travaille pas forcément à temps plein dans un premier temps. Donc, tu avais des moniteurs qui bossaient pas... il travaille pas forcément à temps plein dans un premier temps, et si vous n'avez pas des auto-écoles qui géographiquement sont proches, bon, bah, c'est difficile d'aller l'envoyer là, etc. Donc, c'est vrai que, on va dire que stratégiquement, aujourd'hui, avec l'expérience, il y a des choses qu'il faut retenir, qu'on a plusieurs auto-écoles, il faut faire attention effectivement à les avoir dans un secteur qui soit bien déterminé, hein, où on puisse effectivement au niveau des équipes, si jamais il y a le feu là-bas, des fois on peut aussi s'entraider. Donc il y avait des choses effectivement à l'époque que j'avais pas forcément en tête, mais c'est vrai que ce sont, voilà, c'est avec en faisant des erreurs qu'on acquiert de l'expérience. Au niveau, quel était le dénominateur commun des agences qui continuaient de très bien fonctionner parmi ton groupe? Celles qui fonctionnaient bien, comme je te dis, c'était les premières agences qui avaient quand même déjà une certaine taille, on va dire une certaine renommée, parce que j'ai envie de dire que ces agences-là, c'est les premières agences que j'ai créées où j'étais sur place, où il y avait quand même un bouche-à-oreille pendant plusieurs années, hein, donc parce que j'ai mis plus d'une dizaine d'années avant de vraiment développer, hein, jusqu'à une dizaine d'années, j'étais quand même assez présent sur le terrain avec les équipes, donc là ça fonctionnait bien à ce moment-là. Et après, effectivement, quand ça a commencé un peu à... Voilà, où j'étais un petit peu plus loin, on va dire, du terrain, donc c'est vrai que à ce moment-là, celle qui fonctionnait le mieux, c'était celle qui jouissait de la meilleure notoriété, on va dire, hein, au début. Donc même si, voilà, les clients venaient, parce qu'ils connaissaient, ça faisait des années, donc il y avait un gros bouche-à-oreille, et celle-là, elle continuait à tourner, notamment en termes de chiffre d'affaires, etc. Okay. Mais c'est vrai qu'après, bah, celles qui arrivaient après, où là, bah, il n'y avait pas forcément l'accompagnement pour un lancement, les bases solides, etc., avec des équipes nouvelles qui étaient formées, mais qui n'étaient pas forcément accompagnées, puis qui n'avaient pas l'expérience des premières, c'était plus compliqué. Ouais. Ok, donc là, vraiment, le dénominateur commun, ça a été le fait que bah, finalement, toi, tu passes du temps, que tu imprègnes vraiment ta vision des choses, que tu formes réellement les équipes, etc. Et qu'on soit garant de ça. Voilà. Qu'on soit garant de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a formé, il y a informé, donner les process, etc. Mais après, sur le terrain, bah, il faut être là. Il faut être là pour pouvoir être garant que bah, ce que vous avez mis en place soit bien respecté. Et entre le moment où donc on te prévient que là, ça commence à craquer, là, fais attention, au moment où toi aussi, tu commences à voir des signaux, que là, en termes de marge, en termes de rentabilité, j'ai beau faire 3,5 millions, j'y suis plus vraiment. Et le moment où tu commences vraiment à sentir que ok, là c'est plus possible, ça va se briser. À ce moment, combien de temps il se passe et qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu arrives à anticiper? Est-ce que tu arrives à préparer cette chute-là? Ou est-ce que vraiment ça te prend de court? La chute, elle a été accélérée par un événement planétaire qui s'appelle le Covid. Donc, déjà, moi, dans ces années-là, 2018-19, bah, on commence à sentir que là, voilà, il va falloir restructurer, il va falloir réduire drastiquement la masse salariale pour revenir sur des résultats positifs au global, hein, etc. Et à partir du moment où on commence à vraiment prendre conscience, puis c'est vrai que les équipes aussi,
à un moment donné, vous voulez pas vous séparer parce que c'était quand même une belle aventure. Vous entraînez tout le monde derrière vous. Moi, comme je te dis, j'étais un bon communicant, donc les gens aussi, voilà, ils étaient derrière moi. Ils étaient assez investis, assez dévoués. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de se séparer de collaborateurs, mais quand on a eu conscience qu'il fallait le faire, après il y a eu un événement effectivement de Covid qui a un peu mis tout le monde d'accord. Hein. Donc à ce moment-là, c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis donc suite au Covid, c'est sûr qu'il y a eu quand même un écrémage, qui a été fait effectivement par rapport à ça, quoi. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été des liquidations? Est-ce que ça a été toi qui a décidé de vendre toutes les entreprises? Comment ça s'est passé? Oui, il y en a eu qui ont été, il y a eu des reprises, il y a eu une reprise. Okay. Mais par contre, c'est vrai que il y a eu effectivement cette masse salariale étant grossissante. Donc à un moment donné, quand on peut plus payer l'URSSAF, ça commence à être compliqué. Donc c'est sûr qu'après c'est plus avec des mandataires, etc. Et donc ça a plus été des fermetures avec les mandataires, etc., etc. Ça a duré combien de temps cette période? Parce qu'à ce moment-là, tu relances plus d'activité, tu te focuses, tu te focuses finalement sur quoi? Sur sauver. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, on focus plutôt sur essayer de sauver effectivement ce qui peut l'être, parce que là, on est plutôt en train d'éteindre des feux, hein, donc, etc. Parce que là, quand les mandataires se mettent dessus, là, on n'a plus trop la main, hein, après, hein, donc il faut rendre des comptes, etc. Donc voilà, donc on a essayé en tout cas d'être et puis auprès des équipes, parce qu'à un moment donné aussi il faut que les équipes voilà, il y a des licenciements qui se font, donc après il faut accompagner toutes ces équipes, hein, même si il y a des systèmes qui sont mis en place pour ça, et puis voilà, et puis après on essaie de se concentrer effectivement sur ce qui peut être sauvé, donc ce qui fait qu'au final on se retrouve finalement sur ces 10 agences où j'en ai gardé finalement 2. J'en ai gardé 2 sur les 10. Donc aujourd'hui, avec ma compagne, ma femme, on a encore 2 agences sur ces 10 là, parce que ma femme est venue après, hein, okay, donc voilà, donc elle est venue après, hein, elle n'était pas là pendant toute cette épopée, mais après vers la fin effectivement on a repris 2 agences qu'on a gardées, et puis ensuite on a dû reconstruire un petit peu, voilà, on a dû reconstruire un petit peu tout ça, parce que voilà, à un moment donné quand on repart, il faut reconstruire, faut repartir un peu à la base, on va dire, et puis faut redonner confiance, etc., etc. Et puis après à un moment donné montrer, enfin en tout cas de pouvoir montrer un petit peu que voilà, tout ce qui est la pédagogie, tout ce qui est l'accueil, tout ce qui est la prise en charge, l'accompagnement, tout ce qui a fait finalement le secret, on va dire, des premières agences, ce qui a fait que ça a progressé au départ, faut reprendre ces ingrédients-là pour repartir à la base, et puis pour repartir sur une dynamique un peu d'évolution. C'est ce que j'allais te demander, là tu repars, donc à ce moment-là tu perds quasiment toutes tes auto-écoles, il t'en reste que 2. Toi tu te focuses donc sur une seule. C'était celle de Mency, ok. Et donc là, tu repars vraiment de zéro. Toi, ton expérience, il me semble qu'il y a une personne qui reste avec toi. Ouais, j'ai une assistante en fait qui est là depuis quasiment depuis le début, effectivement, et que je garde avec moi sur cette agence de Mency, et on repart tous les deux avec une équipe aussi de oui, de certaines personnes aussi qui étaient là depuis. Ouais, il y a un moniteur qui était là aussi. Il y a un moniteur. Après, il y a 7 assistantes qui étaient responsables, qui faisaient partie des responsables administratifs à l'époque, enfin qui étaient responsables administratifs, qui est restée avec moi, qui connaît parfaitement tous les process depuis le début. Et avec elle, donc, je suis reparti avec une équipe pédagogique, mais moi-même, je suis retourné sur le terrain aussi. Et donc, c'est de là qu'on a pu reconstruire les choses. Et puis, celle de Corbeil, après, c'est ma femme, ma compagne, qui a récupéré. Et là, en termes de process, en termes de prise en charge, en termes qu'est-ce qui change dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu fais différemment de ce qui se passait avant? Est-ce qu'il y a de nouveaux outils que tu utilises? Est-ce que tu formes différemment? Alors, je suis conscient, avec cette expérience que j'ai eue, je suis conscient que les dépenses, c'est important.
Donc là, il y a la digitalisation donc, qui est passée par là, avec Ornicar, avec du coup une nouvelle vision par rapport à cette auto-école. Ils ont apporté une nouvelle vision, une nouvelle prise en charge, surtout le fait de pouvoir avoir des plannings en ligne, etc., etc. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui se développent. Et donc moi, mon idée, c'est effectivement de pas partir sur le modèle Ornicar, qui n'est pas du tout un modèle, surtout pour des anciens comme moi. Nous, on est là vraiment avec les élèves, les prospects, on est au contact, etc. Donc pour moi, ça, c'est essentiel de garder ça. Mais par contre, je suis aussi conscient qu'il y a une partie aussi qui peut être digitalisée, comme effectivement les commandes en ligne, etc. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, il y a aussi les indépendants, donc ça permet aussi d'avoir une certaine souplesse. Donc j'utilise aussi certains indépendants pour avoir une certaine souplesse au niveau effectivement de la masse salariale, parce que ça aussi, c'est quelque chose, j'ai compris aussi cette importance-là, parce que c'est quand même la dépense la plus importante pour une structure auto-école. Et donc je pars comme ça avec des idées, avec le CRM aussi, donc à cette époque-là aussi, j'entends parler aussi du CRM, le fait de pouvoir prendre en charge les clients sur, on va dire, des tableaux, une sorte de style de tableau Excel en fait, qui sont connectés directement à toutes les équipes et qui permet de suivre en temps réel, on va dire, la prise en charge d'un prospect qui devient ensuite élève, qui va passer par la phase code, ensuite la phase conduite, ensuite la phase permis. Enfin, il y a vraiment un vrai suivi qui permet que ne permet pas un logiciel auto-école aujourd'hui, qui est là plus pour gérer les plannings et puis on va dire le compte des élèves. Et donc là, avec ce CRM, effectivement, je peux vraiment suivre vraiment toute l'évolution d'un élève de A à Z. D'ailleurs, avant que ça soit un élève, c'est d'abord de suivre les prospects, donc de savoir combien de renseignements on a pu avoir dans une journée, de connaître le profil aussi de ces prospects et de pouvoir effectivement les revenir vers eux, etc. Donc c'est aussi des choses qui permettent vraiment de les accompagner, de les rassurer dans cette démarche d'inscription. Et donc ça nous a aussi aidé à avoir finalement une meilleure prise en charge et une meilleure écoute par rapport aux prospects et puis aux élèves aussi. Parce que là, le nom de l'auto-école, de la nouvelle structure, c'est Auto-école VIP. Tu as vraiment voulu mettre l'élève au cœur de tout, au cœur de ton système et de faire en sorte que vraiment du début à la fin, il soit mieux suivi. Donc c'est des éléments comme ça, tu dis, qui t'ont aidé à matérialiser cette vision que tu avais, le planning en ligne que tu as mis en place, le CRM que tu as mis en place. À quel moment tu entends parler du CRM, comment tu entends parler et comment tu le mets en place chez toi? Quand effectivement on a dû se séparer des auto-écoles, etc., de plusieurs auto-écoles, donc par rapport à celles qu'on a pu garder, forcément on devait tout repenser. Donc bien sûr on avait une expérience, il y avait des choses qui fonctionnaient très bien et donc qui nous ont permis de nous développer, donc ça fallait aussi le garder. Ouais. Mais par contre il y a aussi des choses qui n'ont pas fonctionné et ça on a tiré les leçons de tout ça. Et donc fallait repenser et trouver des solutions pour pouvoir à un moment donné tirer des leçons et finalement améliorer notre modèle tout simplement. Et donc étant donné qu'on partait sur un modèle avec toutes, on va dire, les nouveautés, les innovations qui étaient donc les plannings en ligne, qui étaient les CRM, alors à quel moment j'ai entendu? Parce qu'on a cherché des solutions et qu'en cherchant, finalement, on entend parler, tiens, ça permet de faire ça, etc. Et donc, j'ai appris et j'ai connu le CRM à ce moment-là. C'est en vraiment cherchant des solutions pour changer de modèle, en fait, et avoir un modèle un peu hybride, auto-école traditionnelle, avec des outils modernes. Et c'est pour ça aussi qu'on a changé de nom, parce que c'est un renouveau, donc on a changé de nom par rapport à ça. C'est un nouveau modèle, donc nouveau nom.
voilà, pour faire le changement, un peu la cassure avec l'ancien. Des auto-écoles GMC existent encore, hein. Mon père, il est encore GMC, mon frère est encore GMC, donc il y a encore des auto-écoles GMC. Mais moi, personnellement, je suis parti effectivement sur un autre modèle. Ok. Parce que eux, par contre, mon frère, par exemple, il a gardé son auto-école GMC, lui était présent, il était là, donc il n'y a pas eu de soucis pour lui à son niveau. Ok. Là, comment se passe la croissance depuis que tu as repris l'auto-école au départ, donc celle de Mency, jusque maintenant, comment ça se passe? Est-ce que finalement c'est une réussite, cette remodélisation finalement du modèle? Du modèle, ouais, économique? En fait, ouais, on va dire qu'après le Covid, quand on a pu reprendre un peu les activités, donc on a eu un peu de temps aussi pendant le Covid pour réfléchir aussi, parce qu'on était en pause. Et donc, on est parti après le Covid, hein, on va dire. Donc, on va dire que le modèle, on l'a mis en place. On a travaillé sur le terrain pour aussi, avec les élèves concrètement. Les CRM, on les a intégrés. Et puis voilà. Et puis le temps de s'approprier tous ces nouveaux outils et tout ça, on va dire qu'à partir de 2021, 2022, on a commencé effectivement à concrètement mettre ça en place. D'abord avec Mency, hein, parce que moi, ma femme, elle est sur Corbeil, mais elle n'est pas forcément friande de tous ces outils-là, donc elle est plus au contact du client, mais plutôt avec le modèle traditionnel, etc. Donc moi, j'ai mis tout ça en place sur Mency. Et puis on va dire que on a vu que petit à petit, effectivement, ça portait ses fruits, ça libérait un petit peu l'assistante qui avait plus de temps pour prendre en charge les prospects, les élèves, etc. Donc forcément, de fil en aiguille, on a eu des avis qui étaient aussi très positifs sur Google notamment, et puis le bouche-à-oreille est reparti de plus belle. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, 2021, 2022, là on est en 2026, donc c'est vrai que on a bien progressé depuis. Et puis depuis, j'ai repris du coup, ça y est, j'ai repris un petit peu. On va pas dire que j'ai repris. J'ai pas la même envie de développement qu'avant au niveau des affaires en tout cas. Donc là, j'ai repris une affaire sur l'affaire Théalet, mais j'ai pas du tout les mêmes objectifs qu'avant. Parce que je suis conscient que justement il y a des risques à trop grossir, donc je pense qu'il faut rester à taille humaine, il faut avoir le temps de rester proche des équipes, il faut aussi rester sur le terrain, parce que j'étais plus sur le terrain, et je pense que d'être un peu sur le terrain, pas trop, parce qu'à un moment donné, si on veut développer aussi des affaires, le développement, vous savez, c'est comme un bateau, hein, il faut être à la barre, hein, voilà, mais on peut pas être forcément à l'intérieur avec et être sur le pont. Mais je veux dire que à partir du moment où on est à taille humaine et qu'on peut être proche des équipes, proche des clients, proche des prospects, et qu'on peut se sentir, et puis grâce à ces outils modernes comme les CRM, on sait ce qui se passe en temps réel, hein, parce que c'est des choses qui font que les suivis d'élèves sont vraiment notifiés en temps et en heure, on sait ce qui a été fait, voilà, donc c'est vraiment un suivi qui nous permet aussi d'être au fait de ce qu'il fait. J'ai aussi des outils modernes, il y a aussi le fait que maintenant tous les appels passent et sont gérés aussi par l'intelligence artificielle, donc ça aussi c'est quelque chose aussi qui est nouveau. Ça, j'ai déchargé aussi les assistantes des appels téléphoniques qui étaient parfois manqués, etc., où les clients pouvaient nous dire qu'on n'était pas forcément joignable, etc., disponible. Il laissait des messages sur le répondeur, mais c'est vrai que écouter des messages sur le répondeur, des fois c'est un peu chronophage. Donc c'est vrai qu'on a apporté aussi cette solution-là. Voilà, donc l'IA avec des rapports instantanés, écrits de ce que veut le prospect ou le client, et nous on consulte ce tableau régulièrement, le CRM, hein, c'est toujours relié à notre CRM, et donc on relie ce CRM régulièrement pour savoir exactement quels sont les messages de nos clients, de nos prospects, et on y répond dès qu'on a un petit moment. Ça y est, on va sur le CRM, on sait que un tel nous a appelé avec l'heure, avec le message, et donc on peut le rappeler, on peut s'occuper de lui. Donc c'est voilà, on maîtrise le temps.
on maîtrise notre prise en charge et on subit plus en fait. Donc c'est ça aussi qui est important. Okay. Donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, et c'est vrai que je peux à nouveau être dans une perspective dynamique de croissance, mais encore une fois à taille humaine, c'est-à-dire que voilà, on va dire 3-4 auto-écoles, c'est très bien, mais après je pense que pour moi en tout cas, pour ma part, je m'arrêterai là, mais déjà j'ai envie de dire que à l'époque où j'avais 10 auto-écoles, et le salaire que je pouvais tirer de ces 10 auto-écoles avec tout ce que ça comportait, aujourd'hui avec 2 auto-écoles, j'ai déjà un salaire supérieur à celui que j'avais avec 10, quoi. Donc déjà, quand on a des affaires bien gérées, avec bien équilibrées, avec des résultats, donc voilà, quand on fait attention à tout ça, aux dépenses, à l'équilibre, et finalement c'est bien plus pertinent que d'avoir du volume et du coup de ne pas pouvoir forcément tout gérer, quoi. Si on parle chiffres concrètement, sur quand tu avais 10 auto-écoles, 3,5 millions, tu te dégageais combien de salaire? Je me dégageais à l'époque à peu près 4 500 € de salaire. Et maintenant, avec 2 agences? Aujourd'hui, avec 2 agents, je suis à 5 000 €. Ok. Voilà. Donc tu te dégages plus de salaire avec 2 qu'avec 10, quoi. C'est dingue. On va dire que si on se débrouille bien par rapport au modèle et la façon dont on travaille, si on se débrouille bien, je pense qu'on peut générer 2 500 € par agence. Donc j'en ai 2, donc 5 000 du coup. Et je pense que si j'en avais une troisième, je pourrais être à 7 500. Et je pense que c'est... voilà, ça dépend ce que vous prenez, ça dépend aussi la taille, ça dépend de tout ça aussi. Hein. Voilà, c'est pas quelque chose non plus de forcément... c'est pas élémentaire, hein. Il y a aussi du travail, il y a aussi des critères à respecter. Mais je pense que voilà, moi et je pense qu'effectivement on peut le faire, mais sans y être bien sûr en permanence, hein, parce que aujourd'hui je travaille beaucoup moins que ce que je travaillais à l'époque. Voilà. Donc là je suis sur le terrain, avant j'y étais plus du tout, mais par contre j'avais des grosses journées à éteindre les feux, à gérer les équipes, les accompagner, faire des process, etc., des réunions un peu partout, organiser certains comme on dit ça, certains événements commerciaux comme les stands, etc. Aujourd'hui, je fais pas tout ça. Je suis sur le terrain. J'ai des process par contre qui sont toujours bien en place, et surtout j'ai des outils modernes qui me permettent de pouvoir, voilà, si je veux savoir en prenant mon portable là, voilà, ce qui a été fait aujourd'hui, combien de prospects sont passés là depuis ce matin, je le sais tout de suite. Ok. Je sais que tu es très attaché à toute cette partie process, que ce soit au niveau de la pédagogie, au niveau du secrétariat. Je sais que tu es aussi en train de penser à toute une nouvelle manière de travailler au niveau de la prise en charge pratique. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors là, moi j'ai un projet là que je suis en train de mettre en place, c'est plutôt au niveau de la pédagogie. Donc les process, tout ce qui est administratif et commercial, voilà, moi j'ai des process qui sont bien en place, voilà, avec des documents PDF, etc., avec une formation, bon voilà. Il y a un accompagnement après, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un intègre, là on va intégrer quelqu'un bientôt, à partir du mois de juillet, et donc elle sera suivie au moins 1 mois en doublon avant de pouvoir être seule dans l'agence. Hein, en véhicule Non, au bureau. Au bureau, d'accord. Voilà, au bureau pour l'administratif et le commercial, donc elle sera au bureau, et donc elle va être suivie 1 mois en doublon, hein, donc avec une assistante expérimentée pour pouvoir la suivre, et ensuite pour la laisser en autonomie au bout d'1 mois à peu près. Donc c'est vrai qu'il faut qu'elle s'imprègne vraiment de nos process, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a un vrai accompagnement aujourd'hui pour ça. Donc ça c'est la partie, on va dire, administrative et commerciale. Mais par contre, moi j'ai un projet, donc c'est plutôt par rapport à la pédagogie. Donc c'est vrai que le fait d'avoir repris le terrain, je me suis dit que ça serait bien aussi quelquefois de digitaliser, parce que c'est vrai que on est dans les nouveaux outils encore, hein, donc je suis toujours dans cette optique de gagner du temps et gagner en qualité. Et donc on a des discours qui sont toujours les mêmes en tant que moniteur, hein, parce qu'on doit forcément accompagner l'élève de A à Z, donc forcément on va expliquer les mêmes choses. À chaque étape de la formation, on a des explications théoriques à lui donner. Et donc, moi, j'ai imaginé ces explications théoriques les mettre sous forme de vidéo.
Voilà, donc c'est un travail qui est assez fastidieux. Donc je travaille avec un professionnel pour ça, pour pouvoir créer des vidéos qui soient professionnelles. Et donc à partir du moment où toutes ces vidéos seront terminées, l'élève va y avoir accès à des moments précis. Donc avant de commencer un objectif, il va pouvoir aller visionner cette vidéo théorique qui va lui expliquer clairement qu'est-ce qu'on attend de lui, ce qu'il va avoir à faire, quelles sont les solutions pour réussir justement à maîtriser ses compétences le plus rapidement possible. Donc tout ce qu'on peut dire à un élève quand il est dans la voiture ou quand souvent on est en voiture, enfin on est en circulation et qu'on va lui expliquer les choses, là il aura déjà toutes les explications et on aura juste un guidage à faire après jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Donc ça me permet déjà de ne pas avoir à répéter tout le temps la même chose. Ça me garantit par rapport au moniteur d'avoir un discours qui soit toujours le même, parce que là un moniteur peut expliquer une chose, l'autre peut l'expliquer d'une autre façon, etc., etc. Donc on le sait que dans une auto-école il y a quelquefois des dissonances par rapport à ça. Et donc tout le monde aura les élèves auront exactement le même discours, le même message au niveau de la théorie, et donc ensuite nous on va pouvoir les prendre en guidage directement. Donc on va gagner du temps parce qu'on n'aura pas à répéter cette théorie en voiture, et donc l'élève va aussi gagner du temps au niveau de sa pratique, parce qu'il pourra passer beaucoup plus de temps en conduite avec des références qui seront les mêmes pour tous. Et donc ça va, je pense, on va gagner en qualité, on va gagner aussi pour l'élève, ça va lui permettre d'avoir plus de pratique, encore une fois, et je pense que tout le monde va y gagner. Donc c'est le projet, effectivement, que je suis en train de mettre en place et qui va bénéficier à tous les élèves. Une fois que ça sera terminé, tous les élèves vont passer par cette phase de vidéo et ensuite mise en pratique avec les moniteurs en circulation. Et c'est quelque chose que tu comptes internaliser ou potentiellement le commercialiser? Internaliser dans un premier temps, donc ça permet aussi de maîtriser l'outil, mais ensuite effectivement par rapport au retour et par rapport, on va dire, à l'efficacité justement de ces vidéos et sur l'impact que ça va avoir sur la formation des élèves, si, comme je le pense, parce que je pense que ça va bien marcher, il n'y a pas de raison, parce que de toute façon je pense que c'est le fait d'avoir des discours des fois qui sont un petit peu différents, ça perturbe un peu les élèves quelquefois, etc. Des fois il faut répéter des choses, ils sont pas bien compris parce que ça n'a pas été dit. Là le fait d'avoir des vidéos qui sont bien faites avec des images, avec des choses pour que ça soit vraiment très ludique et facile à comprendre, je pense que là ça va aider la compréhension des élèves et ça peut être que bénéfique. Donc si ça fonctionne bien, et je pense que ça va bien fonctionner, je pense qu'après effectivement je vais le commercialiser. Avec toutes ces méthodes que tu as implémentées, tu es arrivé jusqu'à quel chiffre d'affaires? Je sais que le chiffre d'affaires, du coup, c'est plus l'élément le plus important. Mais bon, là, tu me dis que tu arrives quand même à marger, tu arrives quand même à dégager de beaux salaires, etc. Je sais que tu as eu un record, là, dernièrement, en termes de chiffres que tu n'avais même pas encore atteint avec tes anciennes agences. Oui, alors si c'est pour parler de chiffres, c'est vrai que moi, je fais que du B, donc je fais pas de moto. Donc ça aussi, j'ai décidé de laisser la moto de côté. Avant, on le faisait, mais je préfère me concentrer sur ce que je sais faire et d'avoir, encore une fois, toutes les cartes en main, parce que si vous avez un moniteur moto qui est pas là, vous pouvez pas le remplacer, parce que moi, je suis pas enseignant moto. Donc je préfère, de ne rien subir du tout, et de tout anticiper. On parlait d'anticipation. Oui, donc là, je suis capable de tout anticiper aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un gros chiffre d'affaires de 60 000 euros de chiffre d'affaires, TTC pour le coup, sur une agence qui fait que du B, donc j'avais pas encore atteint ces records-là, même à l'époque, on était des fois pas loin, mais il y avait la moto avec en plus, donc c'était pas comparable, et donc voilà, on est sur, on peut atteindre aujourd'hui des chiffres comme ça, juste par là, encore une fois, de l'accompagnement. Alors attention, elle n'est pas toute seule au bureau, c'est-à-dire que cet aspect commercial, je l'ai pas perdu, parce qu'encore une fois, j'ai repris quand même ce qui marchait bien, et donc je suis conscient que dans un bureau, il y a une personne effectivement qui va s'occuper de l'accueil, etc., de tout ce qui est prise en charge administrative, etc. Mais c'est vrai qu'on a une personne aussi qui est là pour l'aspect plus commercial et qui effectivement
est capable, à partir du moment où un prospect est passé, donc elle est capable de rappeler le prospect pour lui demander si tout a été clair, est-ce qu'il y a des questions complémentaires, etc. Et ensuite de voir éventuellement pour une prise de rendez-vous, pour une évaluation dans un premier temps, etc. Et qui peut ensuite déboucher sur une inscription. Et puis même pour les devis qu'on fait en général, c'est-à-dire pour quelqu'un qui, sur une formule 25 heures, à un moment donné, vous l'évaluez et vous trouvez qu'il lui faudra peut-être 5 ou 6 heures de plus pour aller jusqu'au permis, et c'est aussi cette personne qui va appeler, parce que nous on a des systèmes de bilan avec des devis qu'on envoie effectivement suite à ce bilan, et c'est aussi cette personne qui va appeler les élèves pour les rassurer, leur dire voilà, vous avez un bilan, il y a eu 5 heures qui ont été préconisées supplémentaires, donc est-ce que vous avez tout compris? Et donc cet accompagnement là, c'est quelque chose effectivement qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir quand on est seul au bureau, c'est impossible. Et ça par contre c'est important, parce que quand les gens sont rassurés, quand ils ont l'impression que c'est pertinent ce que vous leur expliquez, effectivement les tenants et les aboutissants, ils sont plus prompts à suivre en fait, parce que là ils sentent que voilà, il y a un vrai accompagnement, il y a une vraie justification, et comme ils sont tous là pour avoir le permis, si vous justifiez les choses, ils sont prêts à vous suivre. Par contre, si on leur envoie des devis comme ça, bon, il y a toujours la suspicion, on veut me prendre de l'argent, comment ça se fait, j'ai pris un forfait 25 heures, là ils veulent que je rajoute. Donc c'est vrai que ça permet vraiment de fluidifier un petit peu la prise en charge, et donc on va dire on optimise par cet accompagnement, on va dire qu'on optimise aussi cet aspect chiffre d'affaires, dans la mesure où à un moment donné, quand les gens ont confiance, ils vous suivent, quoi. Donc, dis-moi, en termes de stratégie d'acquisition, autant avant, c'était beaucoup de la stratégie, c'était du terrain, donc aller dans les magazines, aller dans les centres commerciaux en physique. Est-ce que maintenant, tu as d'autres méthodes que tu as mis en place pour ramener des leads, ramener des prospects, ou alors c'est vraiment cette force pédagogique que tu as mis en place, commerciale, etc., qui fait en sorte que, en fait, finalement, le bouche à oreille fait le travail, et derrière, en fait, rien passe entre les mailles du filet. Alors, la première force, déjà, c'est d'avoir un bouche à oreille. Donc, je pense qu'il faut être déjà sérieux, il faut faire attention aux avis, pour avoir des avis positifs. Et donc ça, c'est important, parce que des personnes qui ne vous connaissent pas, ils vont se référer par rapport aux avis, hein, comme nous, on le fait aussi le plus souvent. Quand on connaît pas et qu'on veut choisir entre deux restaurants, on va regarder les avis. Donc je pense que déjà, faut soigner ça. Faut soigner déjà la prise en charge, la formation, l'accueil, tout ce qui fait, tous les marqueurs qui font d'une auto-école une auto-école de qualité, on va dire. Donc à partir du moment où c'est déjà ça, nous, notre priorité. Et ensuite, une fois que tout ça est mis en place, là, on est plus sur tout ce qui est l'aspect réseaux sociaux. Réseaux sociaux, et c'est là où, effectivement, on a aussi une personne dans l'équipe qui s'occupe de ça, qui s'occupe à un moment donné de filmer des fois, bien sûr avec l'accord des élèves, mais de les filmer lors d'un cours de conduite, pour que ceux qui ne nous connaissent pas voient un petit peu notre prise en charge au niveau de la formation en voiture. Pareil, on peut interviewer aussi des personnes qui viennent d'avoir leur permis, pour aussi partager leur expérience, etc. Donc là, on est plus sur cet aspect-là. On a effectivement un compte Instagram qui est assez bien fait. Donc là, on a pris le temps de bien le faire aussi pour que les gens puissent savoir qui on est et comment on travaille. Et donc, sur ce compte Instagram, on compte bien le faire vivre pour faire partager l'expérience de nos élèves. Okay. Voilà, donc c'est plutôt comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'on pourra aussi passer par de la commercialisation, mais toujours au niveau réseau. Donc là, c'est plus des actions commerciales impactantes comme tu faisais quand tu avais le groupe, etc. Non, parce qu'aujourd'hui, comme je te dis, on est devenu hybride, donc il y a cette digitalisation qu'il faut utiliser. Et c'est vrai que de faire déplacer une équipe de 2-3 personnes sur un stand, il faut avoir les moyens, sinon il faut fermer les auto-écoles. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'était l'époque. Donc c'est pour ça qu'il fallait du monde. Cette digitalisation aujourd'hui, elle a permis de réduire la masse salariale, et de pouvoir finalement avoir quasiment les mêmes résultats, sinon plus, service, même qualité effectivement, et même au niveau marketing, de pouvoir lancer des actions et même de toucher plus de monde peut-être qu'avant, mais avec des outils actuels, quoi. Donc du coup, on a une masse salariale qui est beaucoup plus restreinte qu'avant, et on arrive encore une fois à
à toucher autant de monde, sinon plus des fois. Je sais que l'auto-école, au moment où tu as commencé, l'auto-école maintenant, c'est quelque chose de très différent. Les manières de fonctionner étaient très différentes. Finalement, tu préfères avoir une auto-école ou développer une auto-école maintenant plutôt que on sait qu'il y a plus de restrictions. En ce moment, c'est encore un peu plus compliqué avec les nouvelles réformes qu'ils mettent en place, etc. Mais est-ce qu'il y a toujours... on est finalement dans une période où c'est plus facile de développer une auto-école par rapport à avant, ou alors est-ce que ce serait le contraire? Alors moi, je dirais pas que c'est plus difficile, parce que, comme je dis, je gagne plus aujourd'hui avec 2 auto-écoles que 10 avant. Donc je pense que ça dépend surtout de la stratégie. Il faut aussi connaître les priorités, hein. Donc encore une fois, moi, si j'ai un conseil à donner, déjà, c'est que déjà, au niveau de la prise en charge, l'accueil, la prise en charge, l'image qu'on va montrer aux prospects, aux élèves, donc ça doit être une image irréprochable. Donc ça, déjà, il faut avoir une prise en charge qui soit vraiment qualitative, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, je pense qu'il faut vraiment gérer le centre de profit, bien faire attention à ses dépenses, au chiffre d'affaires généré, et surtout que vous ayez toujours une société à l'équilibre. Ça, c'est très important. Et à partir du moment où on a une société à l'équilibre, avec des personnes qui sont concernées, le recrutement est très important aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, le recrutement, on doit recruter des personnes qui partagent nos valeurs. Donc ça, c'est aussi important qu'ils aient la même vision que nous, qu'ils s'inscrivent un petit peu dans le process voilà, qu'on veut. Et donc, à partir du moment où on a ça, je pense qu'aujourd'hui, on a les outils. Et je pense que c'est plus facile peut-être aujourd'hui, parce que je dirais qu'aujourd'hui, pour mettre des choses en place, il fallait avoir du monde, etc., parce qu'on n'avait pas tous ces outils digitaux d'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile, mais bon, il faut aussi étudier un peu tout ça, il faut aussi avoir le temps de mettre les choses en place, parce que même si la digitalisation fait gagner du temps, mais c'est comme l'IA, donc l'IA, ça fait gagner du temps, mais il faut le paramétrer avant, Bien sûr, sinon il part dans tous les sens, quoi. Donc voilà, donc il faut aussi prendre le temps de pouvoir à un moment donné bien exploiter, on va dire, tous ces outils. Si les outils sont bien exploités, c'est comme un CRM, on peut avoir un CRM mais l'exploiter comme un simple tableau Excel. Voilà, donc mais si on a un CRM qui est bien exploité du début jusqu'à la fin, et ben ça ouvre vraiment des vraies perspectives, et ça permet à toute l'équipe de gagner beaucoup de temps, surtout l'équipe administrative et commerciale, et moi-même d'avoir un contrôle sur tout ce qui se passe qui est assez bluffant. Donc finalement, les deux paramètres qui reviennent, c'est embrasser les outils qui sont à notre disposition maintenant et qui nous permettent de gagner du temps et de ne pas perdre en qualité, et 2, le recrutement, donc recruter les bonnes personnes et recruter le bon nombre de personnes aussi. Oui, bien sûr, le bon nombre de personnes, oui, parce que ces outils permettent effectivement d'avoir moins de personnes, mais effectivement avec une qualité qu'il va falloir aussi rechercher. Tu parlais en 2 mots, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview, tu parlais de la qualité du recrutement, de tes process de recrutement. Est-ce que tu aurais quelques mots à dire sur ça? Est-ce que tu as des paramètres qui reviennent, des critères qui reviennent quand tu veux recruter? Moi, personnellement, quand je fais un recrutement, je sors... alors, il y a 2 recrutements. Il y a le recrutement des moniteurs, d'enseignants, et le recrutement de l'équipe administrative et commerciale. Est-ce qu'il y en a un qui est plus critique que l'autre? Ou les deux sont au même niveau? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a plus de contraintes. Enfin, en tout cas, on a moins le choix des fois sur des enseignants, parce que les enseignants, forcément, il n'y a pas la même offre, forcément. Hein, les enseignants, quand il faut un diplôme, un diplôme, etc. Donc, vous n'allez pas en trouver comme ça partout. Alors que assistante et commerciale, vous recevez, dès la première journée, vous aurez 50 offres, 50 demandes. Donc, du coup, c'est pas la même chose. Donc, au niveau des enseignants, moi je suis plus partisan d'accompagner des personnes des fois qui sont en contrat de professionnalisation, hein. Donc moi je les prends, je les accompagne, comme ça voilà, je explique les process, ils passent derrière les moniteurs, ils voient comment ils sont, etc. Ou sinon, quand on recrute, et ça nous arrive aussi, on a aussi des process qu'on met en place, et moi quand je recrute un moniteur, je le mets pas tout de suite il a beau avoir 2, 3, 4 ans, je le mets pas tout de suite forcément en conduite.
je vais plutôt être avec lui au début pour qu'il comprenne un petit peu, et comme c'est un moniteur, bon, il va comprendre assez vite les choses, donc sur une journée ou deux, pour lui expliquer un peu, voilà, comment on travaille, pour qu'il puisse venir en doublon, etc., que je lui explique les process, comment on travaille, dans quel ordre, c'est surtout ça, parce que c'est un moniteur, il connaît son travail, mais par contre, c'est dans quel ordre on travaille, et pour qu'il n'y ait pas un discours qui soit différent des autres, quoi. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, des moniteurs, c'est plus la motivation, de sentir s'ils sont motivés, etc., et surtout de voir s'ils sont prêts à suivre nos process, qui s'inscrivent un petit peu dans notre équipe pédagogique. Par contre, dans tout ce qui est administratif et commercial, moi, je sors un petit peu des questions assez bateaux, voilà, est-ce que vous êtes motivé, tout ça, bon, voilà, ça sert à rien, ça. Mais par contre, je vais poser des questions pour plus comprendre la personnalité de la personne qui est en face de moi. Donc je vais essayer de comprendre qui elle est, et c'est plutôt ça qui va me permettre de savoir si elle peut s'inscrire dans notre projet ou pas. Donc voilà, moi c'est les valeurs qui m'intéressent. Quelles sont les valeurs? Si elle partage les mêmes valeurs que moi, je sais qu'elle va pouvoir sans problème s'inscrire dans notre projet. Si tu aurais un mot de fin pour partager, c'est vraiment ces 25, plus de 20 ans, 25 plus de 20 ans, d'expérience avec ceux qui se lancent dans l'aventure de l'auto-école ou ceux qui y sont déjà mais qui n'ont pas forcément connu les mêmes succès que toi, qu'est-ce que tu dirais? Déjà, dans un premier temps, il faut avoir de l'énergie. Voilà. Dans un premier temps, déjà, il faut avoir de l'énergie. Faut pas vouloir gagner de l'argent tout de suite sans, à un moment donné, être passé par une période. Déjà, quand on commence, voilà, pendant 6 mois déjà, soit on est rémunéré par le Pôle emploi, etc., et puis qu'on fait ça en parallèle et que ça nous donne le temps, ou sinon, il faut prévoir, en tout cas, dans le business plan, que pendant 6 mois, voilà, on n'aura pas de rémunération. Faut lancer le business déjà dans un premier temps. Donc, voilà, faut être patient. Faut être patient, parce que moi, personnellement, quand je dis que j'ai rebondi et qu'aujourd'hui je gagne plus qu'avant avec 2 auto-écoles, ça s'est pas fait comme ça, hein. C'est-à-dire que moi, pendant une période, je suis resté quasiment sans salaire dans la transition entre les deux, il fallait tout reconstruire, donc voilà, et ça s'est fait, il fallait que je regagne de la notoriété, etc., la confiance, j'ai retravaillé mes marges, etc., et après, effectivement, là, je peux en arriver là, mais j'ai été patient, hein. J'ai pas essayé de, voilà, tant que c'était pas possible, il fallait travailler. Donc, faut pas être trop pressé. Voilà, il faut avoir de l'énergie, il faut être à l'écoute des gens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans la voiture H24 et puis laisser la secrétaire gérer la clientèle et les prospects, parce que ça se passe d'abord là, hein, c'est déjà la première image qu'ils ont, c'est la secrétaire, et donc je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des clients et des prospects, et puis si on a une bonne prise en charge, que ça soit administrative, commerciale non, mais administrative, et au niveau pédagogique, si on a une bonne prise en charge, de toute façon, les personnes vont être satisfaites, et puis petit à petit, on va se faire un nom, on va avoir des avis positifs, et là, on pourra effectivement construire quelque chose de solide. On arrive donc à la fin de l'interview. Merci pour ce partage. N'hésitez pas à nous poser autant de questions que vous le souhaitez, que ce soit dans le groupe Facebook, je remettrai le lien en bio, que ce soit au niveau de Loris aussi, si vous souhaitez avoir plus d'informations, avoir plus de connaissances, de savoir, etc., sur ce par quoi il est passé, s'il y a des problématiques qui connectent avec les vôtres. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine.